Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés et l'Axe imaginent tous deux des opérations ou des plans pour déstabiliser le camp adverse. Ces opérations sont quelquefois des plans couchés uniquement sur papier, et après réflexion, des commandements annulent la mission. Dans mes documentaires, je parle beaucoup de plans alliés qui sont parfois un peu surréalistes, comme l'opération visant à envahir l'URSS ou bombarder les Allemands avec des aiguilles empoisonnées. Mais cette fois, je vais me tourner du côté allemand, voir dans les archives et lire des livres sur des plans secrets parfois surréalistes pour mener le camp adverse à sa perte. Et je me suis arrêté sur celui-ci, que je trouve intéressant à raconter. L'opération Bernhard n'est pas très connue, mais elle concerne le plan imaginé des Allemands pour concevoir de la fausse monnaie afin de ruiner l'économie anglaise. Plongez avec moi au cœur de cette opération menée cette fois du côté de l'Axe. Depuis le début de la guerre, le RSHA, l'Office principal de la sécurité du Reich, est une organisation sous le contrôle de l'ASS. Le RSHA s'occupe de la police politique de l'intérieur du pays, mais il va aussi s'occuper de l'espionnage et du sabotage dans les pays étrangers. Heinrich Himmler, le grand chef de l'ASS, donne la direction de cette filière à Reinhard Heydrich, un homme froid et cynique. Au début de l'année 1940, Arthur Nebbe, chef de la police criminelle du Troisième Reich, propose une idée pour déstabiliser l'économie britannique en parachutant par ballots entiers en Angleterre de fausses coupures de livres sterling. Cette idée d'intoxication économique n'est pas nouvelle dans l'histoire, puisque l'Angleterre a répandu pendant la Révolution française de faux assignats sur la France. Et pendant les guerres napoléoniennes, la France a décidé de fabriquer à son tour en grande quantité de faux billets de banque anglais et autrichiens pour déstabiliser l'économie de ces deux pays. Cette pratique continue encore d'une certaine façon dans le monde, puisque les experts de la Réserve fédérale des États-Unis ont repéré de faux billets de $100 US qui circulent partout afin de semer le chaos dans l'économie du pays de l'oncle Sam. Mais revenons à notre histoire. Les Allemands le savent. S'ils parachutent des ballots entiers de fausses coupures en Angleterre, la population ne se méfiera pas. Elle va les prendre et les utiliser dans tout le pays. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande allemande, trouve cette idée grotesque, car de l'argent qui tombe du ciel, les Anglais vont trouver ça plus que louche. Mais Adolf Hitler accepte la mise en place de cette opération. L'opération Andreas voit le jour et sa mise en œuvre est confiée au commandant SS Alfred Neuhaus, un spécialiste en espionnage, en contre-espionnage et en machination en tout genre. C'est Neuhaus qui a joué le premier rôle dans l'incident de Gleiwitz le 31 août 1939, une opération de provocation pour simuler une attaque polonaise contre un émetteur radio allemand. Simulation qui a servi de prétexte pour envahir la Pologne. Une équipe de spécialistes entoure Alfred Neuhaus pour résoudre les problèmes, comme le papier spécial utilisé par la Banque d'Angleterre. Les billets de banque britanniques sont longuement analysés par des laboratoires pour identifier parfaitement leur composition. Le billet est composé d'une pâte à papier fabriquée à partir de chiffons de toile pure usagés, salis, puis lavé. Le tout est fait à la main. L'autre composition qui est analysée est la gravure, l'algorithme des numéros de série, la détection des marques de sécurité, etc. Ce sont de minuscules erreurs volontaires d'impression que des faussaires risquent facilement d'oublier. Pour ce faire, ils vont faire des clichés des billets et les agrandir, et ils vont détecter, après avoir visualisé les billets, plus de 150 erreurs. Toutes ces erreurs doivent être reproduites à l'identique. Il faut vieillir les billets trop neufs, les plier, les froisser, les écorner et les salir pour qu'ils aient l'air d'avoir été utilisés bon nombre de fois avant d'être dans les mains d'un habitant en Angleterre. Une fois la fausse monnaie créée, des échantillons sont testés dans les banques suisses où des expertises sont demandées,
car les billets sont suspects d'être faux. Contre toute attente, ils sont validés. Toute la confrontation avec des billets authentiques portant les mêmes numéros de série pour établir la contre-preuve. L'opération est bien engagée et on peut commencer à envisager la production en série, mais celle-ci va soudainement s'arrêter. Pourquoi ? À cause d'un différend entre Heinrich Himmler et Alfred Noyox. Aujourd'hui encore, on ignore les raisons de cette querelle. L'affaire a l'air suffisamment grave puisque le chef de l'opération Andreas est muté en 1941 dans une unité blindée SS Panzerlehr qui combat à ce moment-là sur le front de l'Est. En juillet 1942, 2 mois après l'assassinat de Reinhard Heydrich en Tchécoslovaquie, Himmler relance l'opération qui est beaucoup moins ambitieuse que la précédente et qui porte le nom Opération Bernhard. Mais à ce moment-là de la guerre, la Luftwaffe n'est plus capable de survoler la Grande-Bretagne et pour l'Allemagne, il n'est plus question de fabriquer de fausses livres sterling en grande quantité. Dorénavant, il s'agit de financer les besoins du RSHA pour ses services de renseignement et d'espionnage. La question de cette nouvelle opération est confiée au Sturmbannführer SS Bernhard Kruger, un agent actif du département étranger de la RSHA qui doit dans un premier temps constituer une nouvelle équipe, car la première est complètement dispersée. À ce stade, il n'est plus question de recruter des experts de la Reichsbank, car les membres de la première équipe ont témoigné une certaine répugnance pour ce travail contraire à leur éthique professionnelle. Il s'agit dorénavant de servir directement la SS. Or, à ce moment-là, la SS devient un État dans l'État qui mène sa propre politique en pourvoyant ses propres besoins, notamment avec les camps de concentration. C'est à l'intérieur de cette opération Bernhard que Kruger entreprend un ratissage de techniciens de l'imprimerie et de la gravure. Parmi eux, Adolf Burger est arrêté à Bratislava comme faussaire. C'est un militant communiste juif slovaque de 25 ans, imprimeur et fabricant de faux certificats de baptême pour sauver des juifs. Il a été déporté à Auschwitz en août 1942, puis transféré au camp de concentration de Sachsenhausen. C'est dans ce camp situé à Oranienburg, à 30 km de Berlin, que Bernhard Kruger décide d'installer dans le plus grand secret l'atelier de fausses monnaies de la SS. En septembre 1942, 26 déportés arrivent en ces lieux et ils seront rejoints par 80 autres en décembre de la même année. Tous sont pratiquement juifs et ils sont isolés dans 2 blocs à l'intérieur du camp, bénéficiant d'un traitement amélioré, comme une alimentation suffisante, des cigarettes, la radio et même une table de ping-pong. En échange de ce meilleur traitement, il doit fournir des efforts au travail qui restent avant tout concentrationnaires, avec des équipes tournant pendant 12 heures d'affilée sur des machines qui ne s'arrêtent jamais. Le matériel le plus moderne a été mis à leur disposition, ainsi que le papier spécial. Mais la production n'avance pas vite. Les problèmes techniques ne cessent de survenir. Les détenus ont compris que si tout se met à tourner rapidement et sans difficulté, une fois le travail fini, les Allemands se débarrasseront d'eux. De ce fait, avec les nombreux problèmes qui surviennent, Kruger, qui les accuse de sabotage, menace de les exécuter sur le champ. Malgré tout, 65 000 billets sont fabriqués et vieillis chaque mois pour des tests positifs. Les coupures sont soigneusement examinées et triées. Il y a 3 types de coupures. Le type numéro 1, les coupures les plus parfaites, sont réservées aux achats dans des pays neutres ainsi qu'aux espions et aux saboteurs de haut vol. Mais elles vont servir également à payer les informateurs sur le lieu de détention de Mussolini avant qu'il ne soit délivré par Otto Skorzeny, ou encore à rétribuer l'espion Eliezer Bazna, au pseudonyme Cicero, qui est le valet de chambre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie, connu pour avoir vendu aux Allemands en octobre 1943 des documents qui stipulent l'ouverture d'un second front en Europe occidentale et plus particulièrement en Normandie. Ce dernier ne s'étonne pas de l'énormité de la somme consentie par les agents secrets du Troisième Reich, qui est de 300 000 livres, ce qui est l'équivalent de 15 millions d'euros. Après la guerre, Bazna essaiera d'ouvrir un procès à l'État ouest-allemand pour se faire indemniser de l'escroquerie qu'il a subie pendant la guerre.
Le type numéro 2, qui est très utilisable mais qui présente un léger défaut, est distribué aux agents de la Gestapo dans les territoires occupés. Le type numéro 3, lui, est réservé à un éventuel envoi sur l'Angleterre, ce qui permet de comprendre que l'opération Andreas n'est pas totalement écartée. L'opération Bernhard réussit à merveille, même si Himmler n'est pas satisfait des quantités produites. En mai 1944, Kaltenbrunner, le nouveau chef de la RSHA, demande à Kruger de commencer à fabriquer de faux dollars. L'entreprise se révèle plus difficile, notamment à cause du papier utilisé aux États-Unis, qui ne peut être produit de manière satisfaisante. Les dessins et les encres posent également un gros problème. Kruger fait l'inspection des camps de concentration pour rechercher de nouveaux travailleurs, mais également un faussaire en dollars. Il en trouve un au camp de Mauthausen, Salomon Smolianov, un juif ukrainien, faussaire, recherché déjà avant la guerre par plusieurs polices d'Europe et spécialiste dans le faux dollar, bien qu'il ne soit jamais allé aux États-Unis. L'arrivée de Smolianov n'est pas très bien vécue par ses codétenus, surtout après qu'il ait dit « Ici au moins, je vais pouvoir travailler sans craindre la police. » Sous sa conduite, le chantier avance, car à la fin de 1944, les planches pour les billets de 50 et de 100 dollars sont prêtes. Au début de l'année 1945, bien que ce soit une nouvelle année, Berlin est de nouveau sous les bombes de l'aviation alliée. Les SS décident d'évacuer l'équipe de faussaires de Sachsenhausen, qui est beaucoup trop proche de la capitale. Des caisses entières de faux billets, du matériel et des hommes sont transférés en Autriche, dans des nombreux camps annexes de Mauthausen, à Red-Zipf, qui est essentiellement composé de tunnels à l'abri des bombes et où on travaille à la production de carburant pour les fusées V2, la nouvelle arme miracle d'Hitler. Heinrich Himmler commence à jouer sa carte personnelle et s'imagine pouvoir traiter avec les Anglo-Américains. L'opération Bernhard est donc arrêtée et tous les faussaires doivent être transférés pour liquidation au camp de concentration d'Ebense, une autre annexe de Mauthausen. 5 jours avant la fin de la guerre, les rapports allemands précisent que ces déportés spéciaux doivent impérativement être exécutés ensemble et qu'on doit mettre un point final à cette opération secrète. Un problème survient. Il n'y a qu'un seul camion de disponible pour le transfert et le temps qu'il fasse un second trajet, il sera trop tard car les Américains se rapprochent rapidement du camp. Le 5 mai, les gardes SS prennent la fuite et aucun des hommes de l'opération Bernhard n'est abattu. Tous vont disparaître de peur d'être repris ou d'être mis dans un nouveau camp. Certains rentrent chez eux pour rejoindre ce qu'il reste de leur famille, comme Adolf Burger, qui retourne à Bratislava. Quand j'ai été libéré par les Américains, je suis retourné chez moi calmement, comme si j'avais eu un mauvais rêve. Pendant des années, je me suis tu. Je ne voulais pas parler de tout cela. C'est seulement quand les néo-nazis ont commencé leurs mensonges que je me suis décidé. Mais on peut se poser une question. Que sont devenus les faux billets et les plaques d'impression ? À la fin des années 1950, des rumeurs relancent la chasse à l'or des nazis. Des témoins se manifestent un par un, disant avoir vu dans les derniers jours de la guerre des SS jeter de lourdes caisses dans le lac Toplitz, un lac niché au cœur des Alpes autrichiennes. Des plongeurs vont donc inspecter les profondeurs du lac. Une équipe est même financée par le magazine Stern, qui suit l'affaire de très près. Un beau matin de l'automne 1959, une agitation règne à bord des dizaines de barques. Un des plongeurs vient de découvrir des dizaines de caisses au fond des eaux du lac. Certains se demandent, est-ce de l'or ? Eh bien non, il ne s'agit ni plus ni moins que du matériel et des fausses livres sterling de l'opération Bernhard, qui n'ont aucune valeur si ce n'est historique. La déduction est rapidement faite, car le camp d'Ebense est tout proche, donc le mystère est rapidement clos. Et c'est à partir de là qu'on découvre l'opération Bernhard, l'opération secrète allemande visant à concevoir de la fausse monnaie.
Cette histoire, bien qu'elle soit triste, finit de manière plutôt positive. Les détenus des camps de concentration devenus les faussaires du Troisième Reich ont survécu pour raconter cette histoire. C'est grâce à Adolf Burger qui a publié en 1983 ses mémoires, d'abord en tchèque et en slovaque, puis en allemand. En 2007, grâce à ses mémoires, un film austro-allemand voit le jour sous le nom Le Faussaire, qui a été récompensé l'année suivante de l'Oscar du meilleur film étranger. À l'occasion de sa tournée de promotion, Burger est reçu à la Banque d'Angleterre, dont on lui fait visiter les chambres fortes et où il se fait photographier par la presse, tenant à la main l'un des faux billets de l'opération Bernard. Il décède en 2016 à l'âge de 99 ans, en nous laissant cette incroyable histoire.